J'ai enterré mon mari il y a 6 mois. Hier, je l'ai vu vivant. Je suis restée debout sur sa tombe jusqu'à ce que mes jambes s'engourdissent, jusqu'à ce que la pierre froide sous mes doigts me paraisse plus chaude que ma propre peau. 6 mois de matin à me réveiller dans le silence. 6 mois de nuit à m'agripper au bord du lit où Thomas dormait. 6 mois à réapprendre à respirer sans lui. Du moins, c'est ce que je croyais. Ce matin-là, je suis allée faire les courses, car le chagrin n'excuse pas un réfrigérateur vide. Je me souviens d'être restée debout dans le rayon des conserves, à fixer les rangées de haricots et de soupe, à me dire combien il était étrange que la vie continue si normalement alors que la mienne s'était arrêtée. J'ai pris un bocal de sauce tomate, et c'est alors que je l'ai entendu. Sa voix. Pas forte, sans m'appeler, juste un son familier, usé par l'habitude. Une légère tout suivie d'une plainte murmurée à propos des prix. Exactement le même ton que j'avais entendu pendant 41 ans. Le son qui s'échappait de la cuisine pendant qu'il lisait le journal. Le son que j'avais juré de ne plus jamais entendre. Ma main s'est figée en plein vol. Je me suis retournée lentement, le cœur déjà battant la chamade, comme si mon corps pressentait la vérité avant même que mon esprit puisse l'accepter. Et il était là, 3 rayons plus loin, un panier à la main, comparant les étiquettes comme toujours. Thomas, les mêmes larges épaules légèrement voûtées par l'âge, les mêmes cheveux argentés rebelles, la même cicatrice au-dessus de son sourcil droit, souvenir de sa chute dont il avait ri pendant des années. L'homme que j'avais enterré, l'homme dont le nom était gravé dans le marbre. J'ai laissé tomber le bocal. Il s'est brisé sur le sol, projetant des éclats rouges sur le carrelage blanc, comme une créature vivante. Des murmures d'effroi ont parcouru les passants. Quelqu'un a demandé « Madame, ça va ?» Je n'ai pas répondu, mes pieds étaient déjà en mouvement. « Thomas !» ai-je crié, la voix brisée. « Thomas, c'est moi. » Il s'est retourné. Pendant une seconde terrible, chargée d'espoir. Je m'attendais à le reconnaître. Je m'attendais à un choc. Je m'attendais à ce que son visage s'illumine comme toujours après une longue journée. Au lieu de cela, il avait l'air perdu. Vraiment perdu. « Je suis désolé, » dit-il lentement, avec précaution, comme s'il s'adressait à une personne fragile. « Je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. » Ces mots me blessèrent plus que sa vue. Me confondre, comme si 41 n'en pouvait être confondu, comme si je n'avais pas mémorisé chaque trait de son visage dans l'obscurité. « Non, » murmurai-je en m'approchant. « Non, Thomas. C'est moi, Éléanore, ta femme. » Il recula d'un pas. Ce mouvement me fit plus mal que tout. Thomas ne m'avait jamais abandonné, pas une seule fois, même pas lors de nos pires disputes. « Je m'appelle Daniel, » dit-il. « Daniel Brox. Je ne vous connais pas. » Sa voix était la même, grave, légèrement rauque, celle qui me disait qu'il m'aimait lors de ces nuits silencieuses où les mots me semblaient insuffisants. D'une main tremblante, je pris mon téléphone et affichai une photo de l'été dernier, son dernier anniversaire, nous deux assis sur la véranda, son bras autour de mes épaules. Je la brandis entre nous. « Regarde, dis-je, regarde ça. Te souviens-tu de ce jour? Tu as brûlé les bûches et accusé le barbecue. » Il jeta un coup d'œil à l'écran. Un bref instant, une lueur passa dans ses yeux. Une pause trop longue. Sa mâchoire se crispa. Puis il secoua la tête. « Je suis désolé, » répéta-t-il. « Je n'ai jamais vu cette photo. Vous devez traverser une période très difficile. » Il posa une main sur mon épaule. Ce contact me bouleversa. C'était sa main, la même chaleur, le même poids, le même endroit qu'il touchait toujours pour me calmer. « S'il vous plaît, » poursuivit-il doucement. « Asseyez-vous. Prenez un verre d'eau. » Je fixai sa main gauche. « Montrez-moi vos doigts, » dis-je soudain. Il fronça les sourcils, mais leva la main. La voilà, l'auriculaire tordu, celui qu'il s'était cassé à 15 ans en réparant le toit de sa mère. Celui dont je le taquinais quand on se tenait la main. J'eus le cœur serré. « Je dois y aller, » dit-il rapidement, en retournant déjà sa carte. « J'espère sincèrement que vous vous sentirez mieux. » Et sur ces mots, il s'éloigna. Je restai là, tremblante, tandis qu'un employé nettoyait le désordre à mes pieds. Les gens évitaient mon regard. Quelqu'un a murmuré « Pauvre femme !» Il se trompait. Je n'étais pas pauvre. J'étais terrifiée. Car tandis que je le voyais disparaître vers la caisse, une pensée hurlait plus fort que mon chagrin.
Si mon mari était vivant, alors qui était enterré à sa place? Et quelle que soit la réponse, je savais que ma vie allait basculer d'une manière que je ne pouvais encore imaginer. J'aurais dû quitter le magasin. J'aurais dû rentrer chez moi, fermer la porte à clé et me dire que le chagrin avait enfin brisé quelque chose en moi. Cela aurait été plus simple, plus propre. Mais je ne suis pas partie. Je l'ai observé du bout de l'allée pendant qu'il payait ses courses. Il payait en espèces. Je l'ai remarqué parce que Thomas payait toujours par carte et se plaignait de devoir garder les tickets de caisse. Cet homme n'en a pas pris. Il pliait les billets soigneusement, comme le faisait mon mari, en aplatissant les bords avec son pouce. J'avais la poitrine serrée, le souffle court. Quand il a poussé le chariot vers la sortie, mes pieds ont bougé sans qu'il me le demande. Je l'ai suivi à distance, me cachant derrière les présentoirs, faisant semblant de lire les étiquettes. Je me sentais à la fois ridicule, désespérée et parfaitement éveillée. Dehors, l'air frais de l'après-midi me fouettait le visage. Il chargea ses courses dans une vieille berline, la peinture blanche ternie par le temps, une bosse sur la portière arrière. Ce n'était pas la voiture de Thomas, pas celle qu'il adorait et qu'il lustrait tous les week-ends. Pourtant, la façon dont il disposait les sacs était indubitable. Les objets lourds en premier, le pain par-dessus, les œufs en dernier. J'ai mémorisé la plaque d'immatriculation sans m'en rendre compte. Il quitta le parking et s'éloigna. Je restai là quelques secondes, les poings serrés le long du corps, puis je rejoignis ma voiture, celle que Thomas m'avait offerte 2 ans avant l'accident, en disant qu'il voulait que j'aie quelque chose de sûr, de fiable. Je le suivis. Je restai à 3 ou 4 longueurs de voiture derrière lui, assez près pour ne pas le perdre de vue, assez loin pour ne pas être remarqué. Mon cœur battait si fort que j'avais peur de me trahir. Nous avons traversé des rues que je connaissais, puis des quartiers que je fréquentais rarement. Les maisons devenaient plus petites, plus anciennes, plus modestes. Il ralentit et s'engagea dans une rue tranquille bordée d'arbres et de clôtures basses. Il se gara devant une maison simple, peinte d'un vert pâle, une couleur censée apporter de la gaieté. Une clôture blanche encadrait un petit jardin. Des carillons pendaient près du porche. Il sortit avec les sacs de course. La porte d'entrée s'ouvrit. Une femme apparut, la cinquantaine, peut-être une dizaine d'années plus jeune que moi. Cheveux noirs tirés en arrière, sans maquillage, elle portait un pull qui semblait avoir été porté. Elle sourit en le voyant. Un sourire familier, pas un sourire poli. Elle se pencha et l'embrassa sur la joue. Ma vision se brouilla. Elle prit un des sacs de ses mains et lui parla doucement. Je n'entendais pas les mots, mais je reconnaissais l'intimité, la simplicité, le confort des habitudes partagées. Soudain, 2 enfants firent irruption, un garçon et une fille d'environ 8 et 10 ans. Ils coururent vers lui, les bras grands ouverts. « Papy !» cria la fille. « Tu as apporté la glace. » Il rit. Ce rire-là. Le son m'a frappé comme un coup de poing, à la fois brutal et chaleureux. Le rire que j'avais entendu dans notre cuisine pendant des décennies. Le rire que je pensais ne plus jamais entendre. Il s'est accroupi, les laissant grimper sur lui, portant les sacs de course avec une habileté consommée. La femme les observait, souriante, la main posée délicatement sur son dos. Ils sont tous entrés ensemble. La porte s'est refermée. Je suis resté figé dans ma voiture, garée à mi-chemin de la rue, les mains crispées sur le volant. Le soleil filtrait à travers le pare-brise, réchauffant mon visage. C'est alors seulement que j'ai réalisé que je pleurais. Pas des sanglots, pas des halètements, juste des larmes régulières qui coulaient sur mes joues. 41 ans de mariage, 6 mois de deuil, des nuits passées seules, à murmurer son nom dans l'obscurité. Et il était là, vivant, riant, tenant dans ses bras des enfants qui n'étaient pas les miens. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre des photos. La maison, la voiture, le numéro de l'adresse près de la porte. Mes mains tremblaient tellement que certaines photos étaient floues, mais quelques-unes étaient suffisamment nettes. Alors que la lumière commençait à décliner, j'ai démarré ma voiture et je suis partie. Je ne me souviens pas du trajet du retour, seulement de rester assise dans mon garage ensuite, les yeux rivés sur mon téléphone, houmant sans cesse sur son visage. Chaque trait correspondait, chaque ombre. Quand je suis enfin entrée dans ma maison vide, une seule question résonnait plus fort que tout le reste. Si Thomas était vivant, alors qui avais-je enterré? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Assise à la table de la cuisine, une simple lampe allumée, le reste de la maison plongé dans l'obscurité,
Mon téléphone était posé à côté de vieux albums photos ouverts comme des preuves sur une scène de crime. Je passais de l'un à l'autre lentement, délibérément, comme si la vitesse risquait de rompre le fragile fil qui me retenait encore. J'ai zoomé sur les photos prises cet après-midi-là, son visage lorsqu'il s'est tourné vers la maison, son profil à travers la vitre de la voiture. Puis j'ai baissé les yeux sur des photos de notre passé. Le jour de notre mariage, son premier cheveu gris, une photo de plage prise des années auparavant où sa chemise était légèrement remontée. Chaque détail correspondait, la cicatrice au-dessus de son sourcil, souvenir de sa chute de l'échelle, le petit grain de beauté près de sa clavicule qu'il détestait car il le complexait. Même la légère asymétrie de ses oreilles, que j'étais la seule à remarquer. Ce n'étaient pas des inventions du chagrin. C'étaient des faits gravés par le temps. J'ai porté mes doigts à mes lèvres pour les empêcher de trembler. Des jumeaux ne partagent pas de cicatrices. Des inconnus ne partagent pas de souvenirs inscrits dans la chair. Je me suis levée et j'ai arpenté la maison. Mes pas résonnaient dans des pièces qui me semblaient soudain étrangères. Cet endroit était censé être mon refuge, la maison que Thomas m'avait laissée. À présent, j'avais l'impression d'être dans un décor de théâtre bâti sur un mensonge. À 3h40 du matin, j'ai cessé de faire les 100 pas et j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé mon fils. Il a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la 4e sonnerie, Lucas a répondu, la voix pâteuse de sommeil. « Maman, tu sais quelle heure il est ? J'ai besoin que tu viennes tout de suite. » J'ai marqué une pause. « Maman, il est en plein milieu de la nuit. Il s'est passé quelque chose ? » « Oui, » ai-je répondu. « Il s'est passé quelque chose. » Un autre silence. Plus long cette fois. « Maman, si c'est encore à propos de papa, on en a déjà parlé. Tu as beaucoup souffert. Le deuil peut faire des choses étranges. Je l'ai vu hier, dis-je. J'ai vu ton père vivant. » Silence, puis une inspiration. Brève, maîtrisée. « Maman, qu'est-ce que tu as pris ? Tu as oublié tes médicaments ? » Je l'ai suivi jusqu'à chez lui, Lucas. J'ai vu où il habite. J'ai vu sa famille. Ma voix ne tremblait pas. Cela sembla l'effrayer davantage. « Reste là, » dit-il finalement. « Ne bouge pas. J'arrive. » L'appel se termina. Je suis allée dans la salle de bain et me suis regardée dans le miroir. Je reconnaissais à peine la femme qui me fixait, des cernes sous les yeux, les cheveux négligemment tirés en arrière, un visage qui paraissait plus vieux qu'il y a 6 mois. Quand Lucas est arrivé 40 minutes plus tard, il n'a pas frappé. Il est entré comme il le faisait adolescent. Il m'a retrouvée à la table de la cuisine, entourée de photos. « Maman, » dit-il doucement. « Qu'est-ce qui se passe ? » Je lui ai d'abord tendu mon téléphone. Je ne dis rien. Je l'observais faire défiler son écran. D'abord, il y eut de la confusion. Puis de l'incrédulité, puis autre chose. De la peur. Il déglutit difficilement et me rendit le téléphone. « Il ressemble à papa, » dit-il prudemment. « Mais les gens se ressemblent. Ça arrive. »« Tu as vu sa main ? » demandai-je. « Le doigt. » Lucas se frotta le visage. « Maman, on a enterré papa. Tu étais là. J'étais là. Tout le monde était là. » « Un cercueil fermé, » dis-je doucement. Il détourna le regard. « Ils ont dit que c'était mieux ainsi, » répondit-il. « L'accident était grave. Tu as vu son corps, Lucas ? Le reste m'est revenu. Je croyais pouvoir prendre soin de toi, te donner de l'argent de poche, m'assurer que tu allais bien. Une argent de poche comme pour un enfant, comme pour un étranger. Comment a-t-il fait pour simuler ça ? Demandai-je. Ma voix était étrangement calme. Lucas déglutit. Il y avait un homme, un sans-abri, en phase terminale. Aucune famille, à part une nièce qu'il n'avait jamais vue. Papa l'a payé. Il a payé la nièce. Ils ont mis en scène un accident. Papa a utilisé ses papiers. L'homme est mort à l'hôpital sous le nom de ton mari. Le corps était mutilé. Le cercueil est resté fermé. Le monde a basculé. Je me suis souvenu de l'appel de la police. De Lucas qui insistait pour que je ne voie pas le corps. Des funérailles où j'ai sangloté, tandis que les gens me tenaient les mains et me disaient que j'étais forte. Tu m'as laissé enterrer un inconnu, dis-je. Oui, tu m'as laissé le pleurer. Oui,
Tu m'as vu m'effondrer pendant 6 mois. Lucas s'est effondré. Je ne savais pas comment l'arrêter une fois que c'était parti. Je pensais qu'avec le temps, tu guérirais, que ce serait plus doux ainsi. Plus doux. J'ai alors ri, un rire bref et sans joie. Tu m'as volé mon droit à la vérité. Tu as volé mon chagrin et tu l'as remplacé par un mensonge. J'ai fermé les yeux, respirant lentement, attentivement. Ramène-moi à la maison, ai-je dit. Maman, il faut qu'on parle. Ramène-moi à la maison. Il a démarré la voiture. Aucun de nous n'a prononcé un mot pendant tout le trajet du retour. Arrivé à destination, je suis sortie sans le regarder. Maman, s'il te plaît, a-t-il crié derrière moi. Je n'ai pas répondu. Une fois chez moi, je me suis assise au bord du lit et j'ai contemplé la vie que je croyais avoir menée. 41 ans de loyauté, de compromis, de foi en l'homme à mes côtés. Tout cela n'avait été qu'une comédie. Et maintenant que je connaissais la vérité, une chose était claire. J'en avais assez d'être cette femme qui pleurait en silence. Quoi qu'il arrive ensuite, ce ne serait pas le pardon. Ce serait la confrontation. Pendant 3 jours, je n'ai rien fait. Je n'ai pas rappelé Lucas. Je n'ai pas répondu à ses messages. Je l'ai vu arriver 2 fois en voiture depuis la fenêtre de l'étage, puis repartir quand je n'ai pas ouvert la porte. J'ai laissé sonner le téléphone jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis il a sonné à nouveau. 41 ans de loyauté m'avaient appris à toujours répondre, à toujours réparer les choses. Les choses. Cette fois, j'ai choisi le silence. Non pas le silence de la peur, mais le silence du calcul. J'ai peu dormi, mais je ne faisais plus les 100 pas, je ne pleurais plus. Quelque chose en moi avait changé. Le chagrin s'était consumé, laissant place à une lucidité froide et imperturbable. J'ai repassé en boucle tout ce que Lucas m'avait raconté, non pas comme une épouse ou une mère, mais comme un témoin. Fausse mort, usurpation d'identité, bien dissimulé, signature falsifiée, un corps acheté. Ce n'était pas une trahison. C'était un crime. Le 4e matin, je me suis réveillée avant l'aube et je savais exactement ce que j'allais faire. J'ai pris une longue douche, laissant l'eau chaude m'apaiser. Je me suis habillée avec soin, choisissant des vêtements qui me permettaient de me sentir à nouveau moi-même. Pas la veuve que tout le monde méprisait. En me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme plus âgée, certes, mais plus lucide, éveillée. J'avais fini de pleurer. Maintenant, je réfléchissais. J'ai pris la voiture pour aller en ville, jusqu'à un immeuble devant lequel j'étais passé des centaines de fois sans jamais le remarquer. 3e étage, porte en verre dépoli, une simple enseigne en lettres noires, enquête privée. L'homme derrière le bureau était Danson. La soixantaine, cheveux clairsemés, regard perçant. Il leva les yeux à mon entrée et m'observa sans dire un mot. « Je dois retrouver quelqu'un », dis-je en m'asseyant sans attendre d'invitation. Il se laissa aller en arrière. Est-il porté disparu ou se cache-t-il? Se cache-t-il, répondis-je, et est-il légalement mort? Cela attira son attention. Je lui racontai tout. Pas les émotions, pas les années de mariage, mais les faits, l'accident, le cercueil fermé, le nouveau nom, la maison, les enfants qu'il appelait grand-père. Je lui montrai les photos que j'avais prises. Il écouta sans m'interrompre. Quand j'eus terminé, il hocha lentement la tête. Si ce que vous dites est vrai, cela va au-delà de l'infidélité. C'est une usurpation d'identité et une escroquerie financière. Cela prendra du temps. Cela coûtera de l'argent. Je peux payer, dis-je. Je veux des preuves. Relevé bancaire, titre de propriété, faux documents, tout. Il donna un montant. Je ne bronchai pas. Je fis le chèque. Je veux que la vérité soit consignée par écrit, dis-je. Pas soupçonné, prouvé. Il esquissa un sourire. Ça va? J'étais tellement inquiète. Je suis fatiguée, dis-je d'une voix douce. Je ne veux plus me battre. J'ai juste besoin de tout comprendre pour pouvoir aller de l'avant. Il respirait avec soulagement. Bien sûr, maman. Tout ce que tu veux savoir. Déjeunons demain, dis-je dans un endroit calme. Il accepta sans hésiter. Ce soir-là, je glissai un petit enregistreur dans mon sac. Je m'entraînai à garder les mains immobiles. Je répétais mes questions jusqu'à ce qu'elles sonnent comme de la curiosité plutôt que comme des accusations. Au déjeuner, je l'écoutais.
Je le laissai parler. Je lui demandai quand le plan avait commencé, comment l'argent avait été transféré, qui avait signé quoi, où étaient passés les bénéfices des ventes. Chaque réponse lui venait facilement maintenant, sans défense, confiant que j'étais toujours sa mère, toujours là pour lui. Il ne remarqua pas l'enregistreur. Il ne se rendit pas compte que chaque mot scellait son destin. Pendant que nous mangions, mon avocat et l'enquêteur étaient déjà à l'œuvre. Grâce aux preuves que j'avais fournies, ils obtinrent un accès d'urgence aux documents financiers. Les transactions révélaient le reste de l'histoire. Signatures falsifiées, ventes non autorisées, virements sur des comptes contrôlés par Lucas. À la fin du déjeuner, le piège était refermé. Cet après-midi-là, mon avocat déposa la plainte auprès du procureur. Escroquerie, faux et usage de faux, exploitation financière, usurpation d'identité. 2 heures plus tard, elle m'a appelé. L'affaire a été acceptée. Les mandats sont en cours de préparation. Je suis restée assise seule dans mon salon quand l'appel s'est terminé. La maison était silencieuse. Pas de musique, pas de télévision, juste le tic-tac de l'horloge au mur. J'ai repensé à la femme que j'étais 6 mois plus tôt, pleurant dans un oreiller vide, suppliant un homme mort de revenir. Cette femme n'aurait pas survécu à cet instant. Mais je n'étais plus elle. Je ne ressentais ni joie ni triomphe. J'étais résignée. La vérité ne m'appartenait plus seulement. Bientôt, elle appartiendrait à la loi. Le premier appel est arrivé à l'aube. Ce n'était pas Lucas. C'était mon avocate. Ils ont émis les mandats, a-t-elle dit. Votre fils a été placé en garde à vue tôt ce matin. Aucune résistance. J'ai fermé les yeux et laissé ces mots résonner en moi. Quelque part à l'autre de la ville, Lucas était menotté. On lui lisait ses droits. On le conduisait dans une voiture devant des voisins qui l'admiraient autrefois. Ce sentiment n'avait rien d'une victoire. C'était l'inévitabilité. 1 heure plus tard, mon téléphone s'est mis à sonner. Lucas, encore et encore. Je n'ai pas. Je répondis. Puis un message de sa femme, bref, tremblant. Que as-tu fait? Je posai le téléphone face contre table et me préparai un café. À midi, la nouvelle s'était répandue dans la famille. Cousins, vieux amis, personnes présentes aux funérailles, qui m'avaient serré dans leurs bras et m'avaient dit que j'étais forte. Maintenant, ils appelaient pour poser des questions auxquelles ils ne voulaient pas de réponse. Je les ignorais tous. À 14 heures, mon avocate rappela. Il y a autre chose, dit-elle. L'identité qu'il utilise, Daniel Brox. Elle est en cours d'invalidation. Les comptes à ce nom ont été gelés. Il n'a nulle part où se cacher. C'est à ce moment-là que je compris que je devais le voir. Non pas pour discuter, non pas pour m'expliquer, mais pour en finir. Je retournai en voiture dans cette rue tranquille où se trouvait une maison vert pâle. Cette fois, je me garai juste devant. Je ne me cachai pas. Je ne l'observai pas de loin. Je m'approchai de la porte et sonnai. C'est Claudia qui ouvrit. Elle me regarda avec une politesse prudente, celle qu'on réserve aux inconnus. Puis-je vous aider? Je suis là. Pour voir Daniel, dis-je. C'est urgent. Elle hésita, puis hocha la tête. Il est dans le jardin. Elle s'écarta. Il se tenait près de la clôture, des outils à la main, les manches retroussées. Pendant une seconde, il ne me vit pas. Puis il se retourna. Il me reconnut immédiatement. Eleanor, murmura-t-il. Je lui tendis l'enveloppe. Ce sont des documents officiels, dis-je calmement. Vous devez les lire. Ses mains tremblaient en prenant les papiers. Ses yeux parcoururent rapidement la page. Je le vis pâlir. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il. Qu'avez-vous fait? Je n'ai rien fait, répondis-je. Je disais la vérité. Il regarda par-dessus mon épaule, vers la maison. Est-ce qu'elle est au courant? J'éleva légèrement la voix. Elle est au courant maintenant. Claudia apparut derrière lui, l'air perplexe. Non. Quoi? Il ne répondit pas. Je suis sa femme, dis-je. Sa femme légitime. Nous avons été mariés pendant plus de 40 ans. L'homme que vous connaissez sous le nom de Daniel n'existe pas. Le silence qui suivit fut insoutenable. Claudia le fixa. Est-ce vrai? Il ferma les yeux.
Elle recula comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Tu as dit que tu étais veuf, murmura-t-elle. Tu as dit que tu n'avais personne. J'avais quelqu'un, dis-je. Moi. Il tomba à genoux sur le béton. Eleanor, je t'en prie, je peux t'expliquer. Non, dis-je, tu t'es déjà assez expliqué. Tu as choisi le mensonge. Tu as choisi le vol. Tu as choisi de m'effacer. Des sirènes hurlèrent faiblement au loin. Ils arrivent, dit-il d'une voix horrible. Oui. Je me retournai pour partir. Eleanor, cria-t-il derrière moi. Pour toutes ces années partagées. Pour ce que nous étions. Je m'arrêtai, mais je ne me retournai pas. Ce que nous étions était réel pour moi. Je dis, c'est pourquoi tu ne comprendras jamais ce que tu as détruit. Je m'éloignai tandis que le son des sirènes se rapprochait. Je ne me retournai pas quand la police arriva. Je ne les regardai pas l'emmener. La vérité avait enfin éclaté au grand jour, et rien de bâti sur des mensonges ne survit à la lumière. Thomas est mort. 3 semaines plus tard. Pas de la manière dramatique que l'on imagine, pas dans un tribunal ni menotté. Il a succombé à une crise cardiaque au centre de détention provisoire, alors qu'il attendait son inculpation. L'appel est arrivé tôt le matin, calme et formel, comme pour m'informer d'un rendez-vous manqué. Il est décédé à 5h20, a dit la voix. Vous êtes désignée comme sa plus proche parente. Pendant un long moment, je suis restée silencieuse. Je n'éprouvais ni soulagement ni tristesse. Je ressentais seulement une distance, comme si l'homme qu'on décrivait n'avait plus aucune place dans ma vie. Incinérez-le, ai-je fini par dire. Dispersez ses cendres en mer. Pas de cérémonie. Un silence. Êtes-vous sûr? Oui. Il m'avait déjà assez pris. Il n'allait pas se donner une seconde de plus. La procédure judiciaire a suivi son cours sans lui. Son identité frauduleuse a été effacée. Les comptes ont retrouvé leur statut légitime. Les biens dissimulés, vendus ou transférés frauduleusement ont été récupérés et redistribués par le tribunal. Ce qui avait été volé est revenu à qui de droit. Lucas a accepté. Un accord de plaidoyer. Il a été condamné à une peine de prison pour fraude financière et faux. Pas à perpétuité, mais assez longue pour qu'il comprenne le prix de ses choix. Nous avons parlé une fois après le prononcé du verdict. Ce n'était pas du pardon. C'était de la lucidité. Je t'aime, lui ai-je dit. Mais l'amour n'efface pas les conséquences. Il a hoché la tête. Pour la première fois, il n'a pas protesté. Les mois ont passé. La maison semblait différente, plus légère. J'ai redécoré, non pas pour effacer les souvenirs, mais pour me réapproprier l'espace. J'ai repris les loisirs que j'avais abandonnés des années auparavant. J'ai voyagé avec des amis. J'ai ri sans culpabilité. J'ai dormi toute la nuit. Le chagrin ne m'avait pas détruite. Le silence, si, et la vérité m'avaient sauvée. Un après-midi, je suis allée au cimetière où un inconnu reposait sous le nom de mon mari. Je suis restée là un instant, non pas pour pleurer, mais pour tourner la page sur la femme que j'étais. Cette tombe ne contenait pas mon mari. Elle contenait mon innocence. Je suis partie sans me retourner. Aujourd'hui, ma vie est plus calme, plus simple à certains égards, plus forte à tous les égards essentiels. Je ne suis plus. Je confonds loyauté et renoncement à soi. Je ne crois plus que l'amour exige le silence. J'ai appris que la dignité ne s'acquiert ni par le mariage ni par les liens du sang. Elle s'acquiert dès l'instant où l'on refuse d'être trompé. Et j'ai appris que même après une trahison, même après des années de mensonges, il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même. Ce choix change tout.